justement aux entraînements de longiligne et brevetine, les différences, les dangers pour l'un, les bénéfices pour l'autre. Voilà, comme on est sport, on va parler de trucs classiques. Et surtout, juste une question, est-ce qu'il y a un moyen de, pour nous, est-ce qu'il y a des outils de différenciation pour justement pouvoir s'adapter à cet entraînement-là? Parce que je ne pense pas qu'on puisse le faire de visu. Il y a des miroirs déjà. Il existe des outils de mesure pour que nous, on puisse le voir. Normalement, tu as des yeux qui mesurent. Tu regardes le rapport jambes, bras. Ah oui, tu places un petit longiligne, un petit breviline et un grand longiligne, tu le regardes et tu apercevras que les gars, il y en a un qui court. Vous pouvez asseoir quelqu'un, on a deux. En général, le truc classique à faire, c'est que vous asseyez deux personnes sur une table. Vous prenez un grand et un petit, vous allez vous apercevoir qu'en général, ils ont un buste qui est à peu près de la même taille et que ce qui fait la différence de taille, souvent, c'est les segments. C'est souvent, pas tout le temps, mais souvent. Donc là, on peut s'apercevoir que les longiligne, mais bon, un longiligne peut être très fort, avoir une grosse masse musculaire et ne pas être performant, par exemple, au squat, on essaie de les flexions sur cuisse, pas parce qu'il manque de force, parce que uniquement ces leviers font qu'il n'est pas adapté à ce mouvement. Je ne dis pas qu'il faut interdire ce mouvement, mais il faut y aller avec précaution. On peut faire un demi-squat, on peut faire un squat complet, léger, sans l'assouplir, mais dès qu'il commence à monter en charge, c'est inutile de lui faire faire un squat cul par terre, comme un breviline, parce qu'il n'en tirera aucun bénéfice, il y aura plutôt des blessures. Le risque d'avoir une hernie discale, bien un déchirement des ischios, du grand adducteur. C'est un peu gênant. Quand vous avez un longiligne, s'il est fait soit de matos, il peut le faire, mais à partir d'un certain poids, il va rester, et vous ne le faites pas trop descendre, et puis après, vous faites un demi-tiers de squat. Alors qu'un breviline, bien sûr, c'est dans quel sport il va travailler, c'est parce que arrêter de faire du squat partout. On parle bien d'une personne sédentaire. Lambda qui ne fait pas de performance. Là, je parle d'une personne lambda qui ne fait pas de performance. Après, on adapte l'entraînement au sport que fait la personne. Mais bon, un breviline, par exemple, vous pouvez lui faire au squat, il va travailler ses fesses, ses cuisses, il peut descendre tout en bas, il sentira bien, il ne va pas avoir le fait d'être penché en avant, parce qu'avec un longiligne, avec ses grandes cuisses, il va avoir un porte-à-faux important pour rectifier la lateralité, de tous les pencher en avant, ça va faire trop de tension sur les ischios et sur le bas du dos. Et puis à un certain moment, ça risque de casser. Alors que le breviline est comme la presse. Il fait un squat avec ses petits membres, ses petites flexions, ses petits membres, ses petites cuisses. Il va être toujours plus droit, le buste droit, et il va pousser uniquement sur ses cuisses et ses fessiers. Il est un peu moins sur ses fessiers même, parce qu'il n'aura pas rectifié son redressement de buste. Donc il sera beaucoup plus en quadriceps et moins en fessier. Donc un longiligne, il va être beaucoup en fessier. Ce qu'on voit chez les Africains qui prennent en général beaucoup de fesses quand je fais des squats et qui ont plus de mal à travailler le bas de la cuisse. Les anciens Africains qui sont longilignes, donc ils sont adaptés justement à leur morphologie. Alors qu'on trouve par exemple latéraux qui sélectionnent essentiellement les brevilines, on trouve surtout des Européens. Alors, il y a quelques, le meilleur français par exemple, le meilleur français, il y a un des meilleurs français, il est africain, mais bon, c'est un africain court au breviline, c'est pas la majorité en matin. C'est ça, je crois. King Matam. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas un longiligne, je pense pas. Voilà. Il y avait les gens marqués. Et les gens marqués, voilà. Il est petit. Mesure 1m56. Voilà. Voilà. Et il doit être court, parce que je ne sais pas d'où il vient. Et il a des bras, il touche, en faisant un arraché, il touche presque son crâne. Il est où d'Afrique centrale? Oui. Voilà, l'Afrique centrale, c'est des forêts un peu froides, surtout avec des mecs qui réduisent en taille. Non, mais c'est idiot à dire, mais c'est vrai. Et on s'adapte à ça. C'est comme en Hongrie, les mecs sont costauds, mais ils sont moins grands que les Allemands, parce qu'ils ont du gras de porc, ils mangent bien, c'est un endroit, on dit que c'est un endroit très riche. Les mecs sont costauds, grands, parce qu'ils mangent bien, mais avec des membres plus courts que les Allemands, parce qu'ils ne sont pas de lait, parce que c'est très sec. Donc il y a de l'eau en sous-sol, parce que c'est un bassin, on peut faire plein de maïs, on peut partout. On n'a pas de lait, parce que le lait, ça demande de l'herbe. Il n'y a pas d'herbe là-bas. Pas d'herbe, parce que sur 20 cm, c'est grillé. Et en dessous, c'est riche. Donc ça fait, le sol, le climat influence énormément la morphologie. Alors, tout à l'heure, j'avais vu un risque donc, au niveau du grand directeur, des ischios. Ouais. Quand on est longiligne, moi je le sens beaucoup parce que je suis longiligne quand je fais mes squats. Ouais. Mais alors, par exemple, quand on entraîne une femme qui, par exemple, elle peut être longiligne, mais beaucoup plus souple. Ah oui, voilà. Alors, les femmes sont beaucoup plus souples en général.
parce qu'elles sont faites elles sont pas faites d'abord pour avoir une bonne résistance, elles sont faites pour avoir une certaine souplesse pour laisser passer un petit quand même à un certain moment. Donc les femmes sont beaucoup plus souples que les hommes. En général, nous on est des chasseurs à la base, pendant des centaines de milliers d'années, on a vécu en partie, pas uniquement, en partie de chasse. Alors que les femmes, l'homme chassait, et puis la femme, elle doit laisser passer un petit. L'européenne surtout, elle était faite pour rester dans le foyer, et puis laisser passer un peu plus souple, bien entendu. Et sur les entraînements, est-ce que Des gros cerveaux. Comme on a des gros cerveaux, en plus, il faut pouvoir évacuer des bébés avec des gros cerveaux dans la sociale. sur justement les entraînements, là on parlait par exemple du squat, sur les longiligne et les brevilignes, on a vu qu'il y avait une différence. Effectivement, par rapport au segment, bah, c'est simple, hein, si on a un plus long fémur, effectivement ça va être un porte-à-faux qu'il va falloir retravailler, qu'il va falloir réajuster en penchant le buste de façon tout simplement à projeter son centre de gravité. Ou en mettant des talonnettes. Quand vous êtes longiligne, si vous ne voulez pas être trop penché en avant, et continuer à travailler les quadrilles et pas avoir trop de tension sur le bas du dos ou sur le disco, mettez des talonnettes. Alors qu'est-ce que tu penserais justement de descendre un petit peu la barre aussi Et on descend comme les powerlifters, la barre sur le bas du dos. Ça c'est une façon justement de rectifier la tension qu'il y a sur le bas du dos. Ça peut déjà être une des premières choses, sans outils, sans rien. Voilà, c'est ce que font les powerlifters. Les powerlifters, comme leur but c'est de mettre des barres énormes, et souvent qui sont moins limités par la puissance des cuisses que par le porte-à-faux. Donc ils vont redescendre la barre sur les arrières d'épaule, on a fait glisser, c'est la tenue barre basse des powerlifters. Et puis on met des talonnettes justement pour éviter de pencher trop en avant et de partir tellement en avant. Donc ça c'est classique. Alors, pour les gens qui ont tendance à longiligne, je conseille quand même barre basse, talonnettes, et puis si vous avez tendance à prendre du gras, vous faites comme des powerlifters de haut niveau, vous mangez énormément pour avoir un gros bide qui vous empêchera de pencher en avant. Bon, je pense pas que c'est le but. Mais il faut voir quand les mecs qui sont en super lourd, en power, ils entretiennent leur gros ventre pour justement avoir des performances et éviter de pencher en avant, de se blesser le bas du dos avec des charges extrêmes. C'est le gros ventre des powerlifters. Dû à la suralimentation qui a un avantage énorme. Sur ta chaîne YouTube, tu parles des dangers d'un mouvement surutilisé, le développé nuque, le tirage nuque, par rapport au caractère longiligne des individus et les méfaits que ça peut engendrer sur la scapule. Ah ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus? Ouais, alors c'est pas mauvais pour tout le monde. Il y a des gens qui, moi je le sens bien, il y a des gens qui sont très bien développés nu, qui n'ont aucun problème. En plus en général, c'est des gens qui ont tendance à avoir des larges épaules avec des mouvements de... C'est dommage qu'il n'y ait pas le squelette ici. Alors, on peut le descendre, c'est marrant, on aurait dû prendre le squelette. J'ai vu en haut. Donc déjà quand on a des larges épaules, on aura plus de facilité à faire un développé nu parce qu'on va avoir une bascule des omoplates. Voilà, ça c'est une sonnette, oui c'est des sonnettes. Je les ai comme ça, moi je les ai comme ça, donc l'omoplate va basculer comme ça, de chaque côté, donc on va pouvoir descendre un peu sans forcément avoir un mouvement humérus omoplate. Donc on va avoir cette descente qui va être en réalité due aux omoplates, alors que le mec qui n'est pas à large d'épaule, il va avoir des problèmes pour descendre, ça va tout de suite, il y a moins de mobilité. Donc ça c'est un avantage, ils peuvent le faire, et en plus, quand ils vont remonter, en général, ils peuvent contracter un peu les trapèzes, remonter, puis ils auront en général pas forcément de conflit sous acromial. C'est-à-dire que l'acromio, vous savez, c'est cet os, c'est cette partie protubérance de l'omoplate qui est faite pour protéger l'articulation générale sur l'omoplate. Des chocs qui viennent d'en haut. Donc, s'il n'y avait pas assez d'espace ou s'il est un peu trop couvrant, vous risquez s'il n'est pas large d'épaule en plus, d'avoir la montée bloquée, un peu comme moi. Je sais pas, c'est un peu gênant parce que si vous continuez à faire du développé nu comme ça, vous allez. On va voir. Mettre la main dans la main. Là, c'est pas grave. Et c'est ici. C'est l'os qui est couvrant là. Donc si on commence à monter comme ça, s'il est trop couvrant, et si l'omoplate ne peut pas basculer, là il est coincé, on va se retrouver avec le supraépineux, ici, le
pas épineux, qui est dans cette fosse-là. Là, c'est un petit rachot, c'est un moulage d'un rachot indien, je pense. Là, un végétarien. Donc, vous avez, alors, il y a des mecs, un Allemand qui a poussé au lait, c'est énorme, là, il a un gros muscle. Hein. Donc là, il y a un muscle assez puissant, normalement, c'est un bon steak. Hein. Dedans, vous voyez, là, la caméra, là. Et là, il est ici, alors quand vous levez l'épaule, vous allez coincer ici. Là, vous allez l'user. Alors, il y a des gens, il y a de l'espace. En plus, comme ils ont un mouvement omoplate, c'est pas le problème. Mais pour une bonne majorité, quand vous allez faire un développé nu, vous êtes comme ça, là, vous allez raboter, puis avec les années, il va s'arracher à moitié pour se remettre un peu plus loin. Et ben, il va s'atrophier, ça va faire un problème. C'est un acromial, c'est un peu le problème. Il y a un petit ligament qui part d'ici, qui va jusqu'à là. Et puis il y a le tendon, là, le doigt qui arrive là, et il va s'accrocher ici, il y a ce steak. Alors là, c'est pas très bon. C'est pour ça qu'on dit en général de faire des développés plutôt devant ou des jambes latéralement. Comme ça évite des problèmes. Là, on passe devant. Et puis à ce moment-là, on peut lever. Et puis à ce moment-là, au lieu de passer, se coincer ici, il va passer vers l'avant. Hein, et puis vous aurez moins de frottement. Donc c'est pour ça que le développé nuque, c'est pas valable pour tout le monde. Hein, donc, on ne conseille pas quand vous avez quelqu'un, s'il dit qu'il a mal, il ne faut pas faire comme le voisin. Si je veux, je peux, ça c'est pour la fête, c'est pas pour moi. Donc voilà. Ok, des questions? C'est-à-dire par rapport à ça, on se réfère juste à la sensation d'entraîner. Oui. Si une musique est la même, on ne peut pas le déterminer de visu ou... En général, avec large d'épaule, il y aura des problèmes pour faire développer nuque. Avec pas large d'épaule, avec étroit d'épaule, il y aura des problèmes déjà pour faire développer nuque. Et puis il y a aussi des sortes d'avant-bras, de longueur de segment. Si vous avez un mec qui a des grands bras et particulièrement des grands avant-bras, alors ça varie selon les gens, il aura plus de problèmes pour descendre la barre au niveau de la nuque. Évidemment, vous avez des grands avant-bras. Donc le mec, un mec qui a des grands avant-bras, des grands bras, il va descendre la barre. Quand il aura descendu la barre ici, en réalité, le mouvement d'omoplate, le mouvement des cheveux sera le même que pour un bodybuilding. Mais sauf que lui, il sera encore à ce niveau-là. Alors que le gars, le bodybuilding, il aura déjà tapé nuque. Vous voyez, donc c'est complètement différent. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas dire, il faut descendre la barre ici. Non, il faut dire, tu regardes le mec, il est longiligne et par exemple, le mec qui a des grands bras et étroits d'épaule, s'il descend la barre ici, en vérité, son mouvement sera quasiment le même au niveau du mouvement de l'humérus sur l'omoplate. Hein, parce que le deltoïde, il fait ça. Hein. Le deltoïde, il fait juste ça. Hein. C'est des mouvements combinés. Et puis après, tu as les épaules qui montent plus ou moins avec le trapèze pour faire monter et descendre les omoplates. Hein, et avec les rhomboïdes qui tirent vers l'arrière. En fait, comme on connaît, c'est relativement simple. Donc, voilà. Question là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres mouvements de muscles qui sont surutilisés et qui te semblent, au regard de ton analyse, un ou deux qui sont surutilisés dans l'espace musculation et qui semblent, par rapport à ton analyse, relever de la plus grande précaution? Il y en a pas mal, mais après il faut les adapter. Par exemple, le développé couché. Le développé couché, c'est pas là pour tout le monde. Et ça dépend de l'amplitude. Quand on a des grands bras, alors c'est le truc classique, hein, les grands bras, ça ne sert pas forcément à grand chose, sauf à étirer. C'est bon hein, d'avoir un bon étirement, mais il y a des gars qui ont la cage, je dis tout le temps morphologiquement, qui ont la cage thoracique, par exemple un mec qui a la cage thoracique épaisse, qui a des bras courts, et ici il est tout court, quand il va faire un développé couché, il n'aura aucun problème, il sera dans une presse, lui il ne descend pas, il n'a pas beaucoup d'étirement sur le pec en bas, il a une cage qui bloque, et comme il a des bras relativement courts, il touche la cage tout de suite. Donc lui, il va être super à l'aise, c'est la morphologie typique des benchers, des champions de développé couché. Hein, c'est surtout la morphologie, la qualité musculaire, qui te permet, la morphologie de la longueur des segments, la forme de la cage thoracique, qui te permet, avant la qualité musculaire, d'être un super bencher, parce qu'il aura le mec qui va faire un demi-couché. Alors qu'un mec qui a une cage toute plate, lui c'est un garachot, donc il a une cage toute plate, c'est un garçon ou une fille? Un garçon. Et donc lui, par exemple, il a une cage toute plate et un chaud. Mettons qu'il a des grands bras, il n'a pas des bras extrêmement grands par contre. Donc des longs bras.
Donc quand il va descendre, ça va, avec ses grands avant-bras, il va descendre pour toucher une cage thoracique qui n'est pas épaisse. Donc il va tirer, il arrive en hypertension sur le grand pectoral, et qu'est-ce qui lui arrive quand il est fatigué, quand il est au régime minceur pour l'été, ou quand il veut faire un maxi? Et il a ou des fibres du grand pectoral qui lâchent, au meilleur des cas, ou il a une désinsertion tendineuse du grand pectoral, ici, là, il tire, ça tire, et là, le tendon n'en peut plus, il se bloque et ça lâche. Il se retrouve avec un truc qui remonte, et là, il faut aller à l'hôpital tout de suite pour se faire remettre avant qu'il y ait une rétraction fibreuse. Parce que quand la rétraction fibreuse est là, le muscle ne va pas repousser. Donc il faut vite aller se faire remettre deux vis avec le tendon, puis on se fait remettre le bec dans une opération. Donc c'est un peu gênant. Donc vous voyez, c'est la morphologie. Les mecs qui pourront mettre des tonnes, ils ne seront pas forcément, j'exagère, des centaines de kilos, ils ne vont pas casser, ils sont bien. Quand ils sont en bas, ils n'ont pas le grand pectoral hyper étiré. Vous voyez, c'est une question de morphologie. Alors qu'ils peuvent les tirer s'ils font des lancers. Le bec, le grand pectoral est un muscle très particulier chez l'homme, mais un muscle relativement élastique, avec une structure relativement élastique, parce que c'est un muscle qui nous a permis de survivre en lançant. On était des chasseurs très longtemps. Donc, il nous a permis de. Le muscle, on va au coucher, on est beaucoup plus fort au coucher quand on. Ça tombe pas. On est beaucoup plus fort au coucher quand on descend la barre et qu'on la remonte que quand on fait un stop et qu'on repart. Pourquoi? Parce que le grand pectoral, tous les muscles, le grand pectoral particulièrement, avec les ischios aussi, ce sont des muscles qui accumulent de l'énergie cinétique, ils agissent comme des élastiques. Et pour les lancer, tout ça. Donc, ils sont faits pour le lancer, avec la taille, la rotation de la taille, vous lancez avec la vitesse que vous prenez, l'extension du bras, vous allez étendre les fibres à pleine vitesse. Ces fibres vont accumuler dans leur structure moléculaire de l'énergie cinétique, et puis vous allez utiliser cette énergie comme un lance-pierre appuyé dans la fibre tendue, élastique de toute cette partie-là, c'est-à-dire avant l'épaule, le port pectoral, puis même la structure tendineuse de l'articulation. Et quand vous allez repartir en positif, en contraction, dans l'autre sens, vous allez contracter le pec, mais en même temps vous allez restituer de l'énergie élastique, et vous allez avoir deux puissances qui vont s'accumuler pour balancer des pierres extrêmement violemment sur des prédateurs qui vous emmerdent, ou après, quand il y a une évolution, sur des proies, et là vous les tapez bien, et puis vous survivez, et ça nous a permis de survivre. Alors, je crois qu'hier j'ai vu un film, c'était sur la Troie, il y avait Jérémy Johnson, je sais pas quoi, c'est l'histoire d'un trappeur, on lui donne une femme indienne, et puis on voit la femme indienne qui est là, et lui il chasse au fusil, donc la femme indienne, il y a des pintades, des dindons, des pitons, je ne me souviens plus. Et elle lance, et elle tue les dindons. Ah oui, on tue les petits dindons comme ça. Et elle lui permet de bien manger avec ça. Donc là, le grand pectoral nous a servi à chasser, nous a permis de survivre, c'est un muscle, c'est une catapulte. Donc c'est pour ça qu'en pour le sport, les mecs utilisent encore cette technique, les sports de lancer, beaucoup de sports de lancer. Alors c'est quelque chose qu'on a moins dans le combat, parce qu'on arme moins dans le combat. Il y a beaucoup dans le combat. Sauf le combat dans la percussion, c'est différent. C'est pour ça que c'est pas le même entraînement pour un percuteur que pour un lanceur. C'est deux trucs différents. Le problème c'est bien de le faire. Le problème du fighter, quand il est en percussion, c'est qu'il tape sans accumulation d'énergie élastique, il tape en direct, parce qu'on ne doit pas voir d'où vient le coup. Donc, et on doit faire des schémas nerveux dans la tête pour repartir à l'influx. Bing. Donc quand on est en face de quelqu'un, bing. Donc le développé couché, un entraînement pour un fighter qui travaille en percussion, c'est pas le même que pour un lanceur, ou pour un bencher. Ou un bencher. Un bencher, s'il travaille les deux. Il va travailler les deux entre le combattant. Voilà. Il va travailler intermédiaire. Donc le bencher, il accumule de l'énergie élastique, mais comme il doit travailler aussi l'influx pour être extrêmement puissant, il fait aussi du stop and go pump. Et pour un mec qui veut avoir de la percussion, je dirais qu'il faut travailler beaucoup de développé couché, arrête pas. Et dans ton livre aussi sur la musculation pour le fight, tu expliques qu'il ne faut pas prendre prise large. Oui, parce qu'on tape rarement là, on peut taper là, mais on tape rarement là, en général on tape de face, comme ça. Donc, en général, il faut réduire l'écartement de la barre en fonction justement du coup qu'on veut porter. C'est-à-dire si on est un mec spécialisé dans un coup de face, sur une collision, donc il faut le travailler en fonction de sa morphologie. Donc en général, on réduit un peu et on fait du stop and go. Bon. Pour travailler l'influx là, on augmente sa puissance de frappe. Parce qu'on n'arme jamais. Si je commence à armer comme ça,
Ça, c'est bien à la fin pour achever le mec quand il est bien fatigué. Hein, tu l'as fatigué, allez, tu lui mets un crochet, tu attends qu'il baisse un peu, là il a plus de réflexe, et là, tu vas le terminer. Mais dans le combat, en général, tu le sapes, un coup très rapide, il part vite, tu peux mettre du combat. Aussi, c'est exactement ça. Après, il y a des phases, on va dire, d'entraînement, phase de préparation, où là, on travaille sur toute l'amplitude, mais effectivement, quand on est sur du spécifique, on n'a pas besoin d'aller chercher un coucher comme ça sur le spécifique. Voilà. Effectivement. Donc on va travailler pour le sport de combat percutant, on va travailler le coucher en stop and go. Hein. Alors, au judo, c'est un peu différent parce qu'on doit repousser à l'adversaire, le prendre, le pousser, même en lutte, ça va. Il y a beaucoup de travail de tirage. Beaucoup de travail, c'est surtout le dos, mais il y a aussi le travail de pousser, mais beaucoup, c'est vrai qu'on développe le coucher, c'est surtout en judo, on va travailler surtout les dorsaux avec des machines unilatérales, elles sont pas mal. Le tirage dorsal aussi, ça joue, beaucoup de tirage. Mais c'est vrai que des fois, au sol, on a des fois besoin de repousser à l'adversaire. Donc un coucher classique, ça sera peut-être plus adapté au judo qu'un coucher percussion boxe. Donc il faut vraiment faire la différence en fonction des mecs qu'on a entraînés. Et des morphologies aussi. Voilà, toujours intéressant. Voilà. Des questions par rapport à vos sports peut-être? Moi j'ai ma tête de humoriste qui a tendance à être légèrement avancée au niveau de l'omoplate. Ouais. Du coup, on m'a dit de faire de la kiné, je ne vais pas encore y aller, mais du coup, je voulais savoir comment on peut travailler pour renforcer justement l'arrière. Bloquer, je sais pas justement, elle a tendance à partir vers l'avant. Ouais. Qu'est-ce que je peux travailler? C'est quoi, c'est luxation? Non, c'est pas une luxation, mais c'est une tendance à. On m'a dit que il faut rectifier ta position avec des exercices, tous les mouvements qui vont travailler l'infra-épineux. Tu vas travailler l'infra-épineux, là, le muscle qui a été indiqué, qui est dans cette surface, c'est un gros muscle, hein, tu vois. Ouais. Tu vas le travailler avec les câbles, ou à l'élastique contre une corde, tu le prends comme ça, tu fais ça, tu vois, le coude le long du corps. Le coude le long du corps avec un élastique là, et tu fais des mouvements comme ça pour essayer de travailler l'arrière de l'articulation. Ou bien tu travailles au câble, tu mets un câble, la poulie, tu la descends au niveau de ton poignet, à peu près, et puis tu mets là, et puis tu tires comme ça pour faire un spécifique sur l'infra-épineux pour retravailler toute cette partie-là. Et puis travailler aussi le deltoïde postérieur, le faisceau postérieur. Alors là, tu vas plus loin, tu fais comme ça, hop, tu peux travailler un peu comme ça, légèrement. Tu as plein de façons de travailler. Tu as aussi des machines spéciales. Dr. Moll, qui est pas mal. En Allemagne, c'était spécialiste pour tout ce qui est dos, arrière du corps. C'est des machines posturales, on a travaillé la posture. Mais tu peux les retrouver sur des machines à mouleur pour développer couché, tu fais comme ça. Tu te mets en arrière, et puis tu fais des mouvements comme ça pour bien travailler tout le milieu, les muscles non rhomboïdes, le trapèze moyen et inférieur. Ici, rhomboïde, c'est des muscles qui participent à les omoplates. Hein. Là, ils sont comme ça, c'est une nappe qui est comme ça, ils tirent les omoplates légèrement vers le centre et vers le haut. Et puis tu as après les trapèzes qui partent ici, ils descendent, ils s'accrochent ici, puis la partie inférieure du trapèze qui est là, qui a la fonction de travailler les muscles en arrière. À ce moment-là, tu peux travailler les deux aussi pour ramener l'omoplate en arrière. Et puis tu travailles le infra-épineux pour que l'humérus ne parte pas vers l'avant. Mécanique de base. Oui.